Alors, une des particularités d'Astérix, comme de tous les autres personnages, ils ont des nez énormes. Ça, on le savait. Bon. Mais on dit quelquefois que les dessinateurs se dessinent un peu dans leurs personnages. Moi, je dis que c'est faux. Absolument faux. C'est ainsi que les architectes visionnaires imaginaient l'avenir à l'époque d'Astérix. Pour Albert Uderzo, ce rêve est devenu réalité grâce aux petits guerriers gaulois, avec cette maison de campagne non loin de l'antique Lutèce. Oui, de bon ton, je ne sais pas, mais elle est discrète en tout cas, parce que bon, je pense être assez discret. Et puis, je voulais être perdu un peu au milieu de la nature, voyez-vous, et là, je suis servi en ce qui concerne la nature. De plus, j'adore le chaume, c'est un rêve d'enfance. La maison au toit de chaume, je pense que tous les enfants rêvent un peu de ça. C'est ce qui colle d'ailleurs un peu avec le côté gaulois, quoi, bien sûr. D'ailleurs, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une hutte gauloise, elle est ronde, il y a son paillon de chaume sur la tête, et moi j'adore ça. Un domaine gaulois avec tout le confort moderne. Mais Albert Uderzo a aussi des relations privilégiées avec un fournisseur gaulois de menhirs. Je crois que là, en ce moment, c'est le menhir qui me supporte. Là. À dire vrai d'ailleurs, c'était pas du tout la vie quotidienne des Gaulois, ça. Les Gaulois avaient une vie quotidienne certainement beaucoup plus mouvementée, beaucoup plus dure et difficile. Là, nous avons créé en quelque sorte des Gaulois qui ressemblent beaucoup aux Français ou aux Allemands ou aux Espagnols ou aux Italiens d'aujourd'hui. On sait par exemple que les Gaulois ne faisaient pas de prisonniers, ils coupaient la tête des prisonniers, ils les plantaient sur des pics à l'entrée de leur oppidum parce que c'était une forme de vaincre et ils mettaient des trophées. Eux, c'était pas des têtes de sangliers, c'était des têtes de Romains ou des têtes d'ennemis. Moi, jusqu'à l'âge de 7 ans, c'était des Romains. Puisque j'étais italien, mes parents sont arrivés en France et n'ont pas eu la naturalisation française tout de suite. Ils l'ont eu en 1934, quand j'avais mes 7 ans. En 1934, je suis devenu français. Et j'ai appris à l'école primaire que mes ancêtres, c'était pas plus du tout les Romains, mais c'était les Gaulois. Alors bon, va pour les Gaulois. J'ai pas du tout été gêné de cette chose, parce qu'après tout, Gaulois ou Romains, tout ça, c'est un peu la même chose. Bien que nous, on fasse la différence. Moi, les Gaulois, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai appris qu'ils devenaient mes ancêtres à l'âge de 7 ans. Et j'ai une leçon de choses que ma maîtresse d'école nous faisait faire, je l'ai souvent raconté. Elle nous a dit, fabriquez une hutte gauloise avec de la terre glaise. Et j'ai fabriqué une hutte gauloise avec un paillon de champagne. Et donc, j'ai commencé, mes premières huttes gauloises ont été rondes. Et puis après, j'ai appris qu'elles n'étaient pas rondes. Un cahier d'école du petit Albert. Parmi ses premières œuvres, cette illustration des fables de La Fontaine. Écoutez, vous êtes très gentil, mais moi je ne me reconnais pas du tout. Et... Bon, c'est pas gentil pour moi. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Ça fait ses yeux, je ne me reconnais pas du tout. Non, c'est pas ça, parce que bon, tout le monde dit des yeux magnifiques, et bon, j'ai des yeux... Si, quand même. Tout ce qu'il y a de plus... Ah oui, non. Normaux. Vous voyez les miens, vous pouvez comparer. Non, mais c'était un dessin que j'avais fait. Effectivement, nous étions jeunes mariés en 1952, 53. Vous voyez, ça recommence. 53, notre année de mariage. Je vais surtout pas oser le dire à ses parents. Je vois ce qui s'est passé avec les miens, je voulais pas que ça recommence. Non, et puis bon, c'est pas un métier abominable. Enfin, à l'époque, ça en était, quand même. Oui, on a eu des moments un peu difficiles. 3 ans après le mariage, leur fille Sylvie vient au monde. Pendant le dessin, je suis pas, parce qu'en fait, il était extrêmement concentré et c'est un vrai travail, mais c'est vrai que après, non, on n'existait pas. Quand tu travailles, il nous voit pas. On peut se mettre un entonnoir sur la tête. On a fait d'ailleurs l'essai avec maman, il voit rien du tout. Mais non, sinon, oui, bien sûr, on était très complices. C'est un travail qui n'a pas l'air sérieux, mais qui finalement... C'est un travail pas sérieux qui doit être fait sérieusement. Avec beaucoup de concentration. Et quand je dis ça, les gens ne comprennent pas d'ailleurs, parce que souvent, on me le dit plus maintenant, mais auparavant, on me disait « Bon, vous faites ça, mais votre vrai métier, c'est quoi ?» En 1951, Albert Uderzo rencontre un homme avec lequel il va écrire plus tard une page d'histoire de la bande dessinée. Entre René Goscinny et Albert Uderzo, l'entente est immédiate. C'est le début d'une longue amitié.
Goscinny écrit des scénarios et des bulles de textes impertinents, Uderzo se charge de créer des dessins humoristiques. Le premier personnage issu de cette collaboration est l'Indien Humpapa. Humpapa, oui. Humpapa est une petite aventure que nous avons vécue, Goscinny et moi, une aventure que nous avons vécue depuis pas mal d'années, que nous avions vécue pas mal d'années, avant de pouvoir réussir à le lever quelque part, parce que personne n'en voulait. Personne n'en voulait, et à tel point d'ailleurs, c'est que ce personnage, René Goscinny est parti pour des raisons X, Y, Z, trop long à expliquer ici, a dû repartir aux États-Unis. Il était envoyé spécial là-bas, et comme nous n'arrivions pas à placer Humpapa en France, et ni en Belgique, puisque nous travaillions à ce moment-là pour la Belgique également, il a pris les planches que j'avais faites sous son bras et il a essayé de les vendre aux États-Unis. Pensez que quand les Américains ont vu arriver ce petit Français qui essayait de faire de l'humour avec les Indiens américains, ça n'a pas marché. Ils nous ont pris pour des petits rigolos et il est revenu piteusement avec ces planches qui sont restées au sommeil comme ça pendant pas mal d'années, puisque ça date, je vous parle, le premier Humpapa date de 1951 et en fait il est sorti en 1958, donc 7 ans après. En plus des aventures d'Humpapa, Uderzo réalise des bandes dessinées d'un genre plus réaliste. Avec les personnages de Tanguy et la Verdure, créés avec l'auteur Jean-Michel Charlier, Uderzo révèle toute l'ampleur de son talent de dessinateur. Dès cette époque, les auteurs apparaissent en marge de leurs aventures. Sur cette image d'un numéro de Junior, Albert Uderzo serre la main à son associé René Goscinny. Un geste qui augure peut-être de leur succès commun. Un petit guerrier gaulois avec un gros nez, de longues moustaches et un casque ailé. Astérix n'a peur de rien, sauf peut-être de voir le ciel lui tomber sur la tête. Goscinny voyait en Astérix un personnage petit, malingre, qui était plutôt pas un contre-emploi, mais surtout un anti-héros, contrairement à ce qui se passait par habitude dans la bande dessinée d'alors. Et il m'a demandé de faire un petit bonhomme. Et puis, comme je suis têtu, je l'ai fait accompagner d'un personnage plus fort et qui n'était pas du tout prévu au programme. Obélix ne devait pas naître dans l'histoire d'Astérix. Et puis, finalement, il s'est rendu compte qu'il était très utile d'avoir un personnage qui était en sorte un faire-valoir. Alors, elle est hardie, finalement. On revient toujours au couple comique, le clown blanc et le clown l'Auguste. On n'en sort pas de ça. Le compagnon d'Astérix, c'est Obélix, on le sait. Et la particularité d'Obélix, c'est qu'il a un gros nez, lui aussi. Alors, il a un gros nez, mais il n'y a pas que le nez qui est gros. Pardon, Obélix. Non, il est un peu enveloppé. C'est ce qu'il dit. Hein. Lui, n'a pas les cheveux blonds ou jaunes. J'ai cru au départ qu'il avait des cheveux verts, parce qu'il faut dire que je suis daltonien, je confonds le rouge et le vert. Et après, on m'a dit qu'il avait des cheveux rouges. Alors donc, il est roux. Voilà. C'est un bon garçon qui m'a l'air d'être assez sympathique. Et je dois dire que personnellement, j'ai un petit faible pour lui. Qu'il me ressemble, je ne sais pas, mais j'ai un petit faible pour lui. Il a une particularité, il adore la jante féminine. C'est exactement moi, ça. Le premier numéro de pilote fondé par Uderzo et Goscinny avec les épisodes des aventures de Tanguy et d'Astérix paraît le 29 octobre 1959. Et notre éditeur dans l'époque, qui, sans nous prévenir, avait conclu un accord avec un studio de dessin animé belge qui s'appelait Belle Vision et qui avait, cet éditeur donc, avait commandé un film. Mais un dessin animé qui traduisait le premier album d'Astérix, le Astérix le Gaulois, et qui devait être coupé en feuilleton pour la télévision. Donc qui était d'une qualité très inférieure.
On sait que la télévision, en général, ne peut pas avoir de grand budget pour faire des longs métrages comme font par exemple les Américains. Et donc, nous avons assisté à une séance avec René Goscinny, très curieusement, en voyant apparaître ce film dont on n'était pas du tout au courant. Et on a dit, écoutez, oui, c'est un peu dommage que nous n'ayons pas été prévenus, parce qu'il y avait un deuxième film aussi qui était en cours. Et là, on a dit, on veut bien pour le premier, mais le deuxième, vous arrêtez et vous brûlez la pellicule. Et donc, puisque c'était fait, on n'a pas voulu gêner trop l'éditeur, qui avait quand même mis beaucoup d'argent là-dedans. Et il se trouve que des propriétaires de salles parisiens ont visionné le film et ont dit, c'était les frères Siriski de Parafrance, et qui ont dit, nous on le veut pour nos salles de cinéma. Non, Obélix. Quand on est auteur, on est toujours un peu trahi. On se sent un peu trahi. Parce que, curieusement, les gags qui peuvent fonctionner sur une bande dessinée ne sont pas forcément des gags qui peuvent marcher pour un film d'animation. On peut expliquer la chose, c'est qu'à la lecture d'une bande dessinée se fait à la vitesse du lecteur. C'est-à-dire qu'il peut revenir en arrière s'il n'a pas compris. Un film, lui, il suit son chemin. Et si le lecteur ne suit pas, ne comprend pas un gag au deuxième ou troisième degré, c'est fini, il ne le comprendra plus. C'est toute la différence. Enfin, c'en est une en tout cas. Et voilà, donc il faut que ça soit, là aussi, il faut que ça soit une adaptation d'une bande dessinée. Il faut que le texte s'adapte à la forme cinématographique, qui est tout un art, qui est un art un peu différent de la bande dessinée, et qui fait que ça demande à être retraduit différemment. Pour autant, le succès du film confirme la popularité des Invincibles gaulois. Christian Clavier, alias Astérix, et Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix font un tabac au box-office en France. Des coulisses aux dimensions monumentales, plusieurs mois de tournage, 2500 costumes, des milliers de figurants, les producteurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire de Mission Cléopâtre un spectacle digne des superproductions hollywoodiennes. Le fils d'un producteur qui connaissait bien, un fils d'un producteur connu en France, le fils de Claude Berry, puisqu'il faut donner son nom, lui, il connaissait parfaitement Astérix. Et un jour, il dit à son père, « Papa, tu devrais quand même prendre une option sur Astérix pour faire un film à long métrage avec des comédiens, parce qu'un jour, quelqu'un te prendra l'idée, et c'est dommage. » Et le père ne connaissait pas du tout Astérix. Vous voyez que ça existe encore. Alors il s'est informé, il a été très impressionné par les chiffres de vente, aussi bien en France qu'en Allemagne que dans certains autres pays. Et il a fait le plus gros budget de tous les films français qui ont existé jusqu'à présent. Il a pas menti, aussi bien le premier que le deuxième. Je souhaitais évidemment qu'il y ait des comédiens qui me paraissaient aptes à faire les rôles. C'est surtout le rôle d'Obélix que je voulais voir avec Depardieu. Un choix qui se confirme sur le grand écran. Rencontrer des historiens d'abord, qui sont en général des gens charmants, très gentils. J'ai dîné un soir avec 8 ou 9 grands historiens, qui sont des gens très gais, très amusants, bien que venant de la Sorbonne, étant professeur dans des grands lycées, je m'attendais, moi, à avoir des gens très sérieux, et je me faisais tout petit, parce que je me disais, comment ils vont m'accueillir? Eh bien, ils accueillent très bien, ils sont absolument aimables. Sauf que le dernier en date, que je ne connais pas, mais qui a écrit un livre, qui vient de sortir d'ailleurs, et qu'on vient de m'offrir, et qui s'appelle « Partout Tatis ».